Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari est candidat à sa propre succession. Il a officiellement fait cette annonce ce lundi, mettant ainsi un terme à des mois de spéculation dans le pays. La coalition de l'opposition au Togo, qui proteste depuis 7 mois contre le président Faure Gnassingbé, a appelé à des marches pour cette semaine. Les dites manifestations ont été interdites par le gouvernement. En Afrique du Sud, Moussi Maïman, qui n'avait aucun candidat face à lui pour l'élection du chef de l'Alliance démocratique, a été réélu à la tête de ce principal parti d'opposition. Les images du Congrès fédéral à suivre dans ce journal. C'était là le sommaire de cette édition. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Le président nigérian Muhammadu Buhari a officiellement annoncé lundi son intention de se présenter pour un second mandat en février 2019. Il met ainsi un terme à des mois de spéculation dans la première économie d'Afrique de l'Ouest. Reportage. Le président Buhari vient d'annoncer son intention d'obtenir l'investiture du All Progressive Congress, APC, et de concourir pour un second mandat aux élections de 2019, a annoncé le compte officiel Twitter de la présidence. Âgé de 75 ans, Muhammadu Buhari a fait cette annonce lors d'une réunion de l'APC au pouvoir à Abuja après avoir laissé planer le suspense durant plusieurs mois et alors que de nombreux gouverneurs d'État membres de l'APC lui ont publiquement affirmé leur soutien récemment. La victoire est assurée par la grâce de Dieu et ensemble, nous devons continuer à assainir l'environnement politique du Nigeria, a ensuite déclaré Muhammadu Buhari, cité dans un communiqué de la présidence. Surnommé Baba Go Slow pour sa lenteur à réagir aux crises qui ont secoué le pays depuis 3 ans, qu'il s'agisse de récession économique ou de conflits armés, ce Peul, originaire du Nord musulman, va devoir convaincre au-delà de sa région natale, où il reste populaire, qu'il est encore capable de diriger le géant anglophone de 180 millions d'habitants. Il a effectué fin mars sa première visite officielle à Lagos, poumon économique du Nigeria. Car s'il espère gagner, le président aura besoin du soutien du Sud-Ouest, dominé par l'un des principaux groupes ethniques, les Yoruba. De nombreuses spéculations couraient au Nigeria sur sa volonté de briguer ou non un second mandat. Le président a passé de longs mois à Londres pour se faire soigner d'une maladie non révélée au public en 2017. Il voyage rarement à l'extérieur de la capitale fédérale et n'a visité que quelques-uns des 36 États du Nigeria depuis son élection en 2015. Alors que le premier producteur de pétrole africain a traversé l'an dernier une récession économique aggravée par la chute des cours du baril, le chef de l'État a été largement critiqué pour sa passivité et la rigidité de sa politique monétaire qui a découragé les investisseurs étrangers. Son bilan en termes de lutte contre la corruption reste mitigé, les autorités ayant mené de nombreuses arrestations et saisies immobilières visant des personnalités du principal parti d'opposition, le People's Democratic Party, PDP, au pouvoir de 1999 à 2015. En Somalie, le président du Parlement, Mohamed Osman Diawari, a démissionné ce lundi. Une démission qui intervient après des semaines de bruit politique marquées par des tentatives de l'exécutif de le destituer. Mohamed Osman Diawari, faut-il le rappeler, occupe ce poste depuis 2012. Plus de détails à travers ces images. Mohamed Osman Diawari, le président du Parlement somalien, a démissionné ce lundi avant le début d'une séance parlementaire au cours de laquelle devait être examinée une procédure de destitution à son encontre. Une décision difficile de la part d'un homme politique respecté pour sa franchise et pour son autorité qui vient mettre fin à un long conflit. Cette démission intervient après une longue épreuve de force entre les branches exécutives et législatives qui a causé de fortes tensions dans la capitale et obligé les alliés de la Somalie à appeler au calme. Si les causes de ce différend ne sont pas claires, une motion de censure avait tout de même été signée contre lui par la moitié des 275 députés avant d'être abandonnée, certains des signataires s'étant rétractés à la dernière minute. Mohamed Osman Diawari avait plusieurs fois affirmé que le gouvernement lui a demandé de démissionner, chose qu'il avait pourtant refusée, demandant que la procédure de destitution soit suivie jusqu'au bout. Réélu en janvier 2017, son précédent mandat avait été déjà marqué par de nombreuses querelles politiciennes.
Je l'annonçais en titre, la coalition de l'opposition au Togo qui proteste depuis 7 mois contre le président Faure Gnassingbé a appelé à des marches pour cette semaine, des manifestations déjà interdites par le gouvernement. Plus de précisions à travers cet élément. Face au dilatoire et au refus du régime de respecter ses engagements pris en présence du facilitateur, notamment la mise en œuvre des mesures d'apaisement, l'arrêt des préparations unilatérales de consultation électorale, la coalition des 14 partis politiques invite toutes les populations togolaises à prendre massivement part aux grandes manifestations nationales qu'elle organise mercredi 11, jeudi 12 et samedi 14 avril 2018, indique un communiqué de l'opposition. Dans une lettre adressée à l'opposition, le ministre de l'administration territoriale, Payadoa Boupessi, a indiqué que ces marches seront interdites. Toutes les parties prenantes au dialogue doivent respecter les recommandations du facilitateur en ce qui concerne la suspension des manifestations durant le dialogue. Ajoute le ministre. Les manifestations avaient été suspendues en raison de l'ouverture le 19 février d'un dialogue avec le pouvoir sous la facilitation du président ghanéen Nana Akufo-Addo. Mais l'opposition a plusieurs fois menacé de rappeler ses partisans dans la rue, accusant le gouvernement de poursuivre unilatéralement le processus devant conduire aux prochaines élections, notamment les législatives. Aucune date n'a encore été annoncée pour la tenue de ce scrutin. Les dernières législatives remontent à juin 2013 et les députés sont élus pour un mandat de 5 ans. Les négociations engagées pour tenter de mettre fin à 7 mois de grave crise politique et sociale avaient été interrompues après 3 séances de discussion. Bien que le gouvernement ait répondu à certaines demandes de l'opposition, notamment la libération d'une partie des personnes arrêtées pendant les manifestations, les pourparlers s'enlisent sur la question du retour à la Constitution de 1992 qui concerne la candidature de Faure Gnassingbé. En 2020, la coalition de l'opposition a plusieurs fois martelé qu'elle n'accepterait jamais que Faure Gnassingbé se représente pour un 4e mandat à la présidentielle de 2020. En Afrique du Sud, Moussi Maïman, qui n'avait aucun candidat face à lui pour l'élection de chef de l'Alliance démocratique, a été réélu à la tête de ce principal parti d'opposition. C'était au cours du congrès fédéral du parti. Les détails. Dans la perspective des élections générales de 2019, Moussi Maïman a été réélu ce dimanche à la tête du principal parti d'opposition sud-africain, l'Alliance démocratique. C'était au dernier jour d'un congrès à Pretoria. Face aux militants enthousiastes, Moussi Maïman a déclaré que le principal objectif du parti sera la prise de contrôle de la province de Gauteng, la région la plus riche du pays, où se trouvent notamment la capitale Pretoria et Johannesburg. Ladies and gentlemen, my name is Moussi Maïman. Mesdames et messieurs, je m'appelle Moussi Maïman. C'est un grand privilège pour moi d'être ici en tant que leader de l'Alliance démocratique. Tout d'abord, ce congrès a été l'un des congrès fédéraux les plus réussis que nous ayons jamais eu. Je veux examiner certaines des questions clés que nous envisageons pour 2019. Il s'agit maintenant de se concentrer sur les prochaines élections, faire en sorte que nous puissions transmettre notre message à tous les Sud-Africains de différents horizons. En général, les gens sont impatients. Ils ont besoin de changements et ils en ont besoin maintenant. Et c'est pourquoi les élections de l'année prochaine se concentreront vraiment sur les changements immédiats que nous pouvons apporter, sur le changement total que nous recherchons. Depuis l'arrivée en février dernier au pouvoir de Cyril Ramaphosa, qui a remplacé Jacob Zuma, très critiqué pour ses multiples implications dans des affaires de corruption, le Congrès national africain ANC connaît un regain de popularité en Afrique du Sud. Au Niger, les travailleurs de la Société des mines du Liptako SML qui exploitent l'or de Samira donnent de la voix. Dans un mémorandum publié ce lundi, ils exigent le paiement de leurs arriérés de salaire. Ils lancent par ailleurs un cri de cœur au président de la République, Issoufou Mahamadou, pour qu'il sauve cette société qui est agonisante. On écoute Issif Gado, il est le porte-parole des travailleurs de la dite société. Le contentieux opposant les deux actionnaires de la SML, né du manque d'investissement de l'actionnaire majoritaire, a amené la direction générale à suspendre toutes les activités minières. À l'heure actuelle, les travailleurs de la SML et ses sous-traitants acquisent 2 mois et bientôt 3 mois d'arriérés de salaire. Malgré
toutes les démarches entreprises par les syndicats Centramine auprès de notre direction générale, de la Sopamine et du ministère des Mines, le problème reste inchangé. Actuellement, sur les 800 travailleurs directs et indirects, moins d'une trentaine des employés sont retenus pour les services minimums. Le paradoxe est que les travailleurs ont produit de l'or censé être vendu et que c'est la recette de cette vente qui servira à payer salaires et prestataires. Malheureusement, pour un blocage de cette vente d'or par le ministre des Mines, toutes les activités sont suspendues. Retenez que depuis 2014, la SML ne vit que des recettes de ces expéditions. En tout état de cause, nous, travailleurs de la SML, demandons à notre direction générale, sous la responsabilité de laquelle nous avions travaillé, de nous mettre dans nos droits en payant nos arriérés de salaire et exigeons du ministre des Mines le déblocage de la vente d'or afin que les activités reprennent dans les meilleurs délais. Enfin, nous lançons un cri de cœur au président de la République, père de la nation, garant des emplois des Nigériens, à prendre en charge la question de la SML pour sauver la société et les emplois des Nigériens. Issif Gado s'exprimait sur des propos recueillis par notre correspondant sur place, Abdul Karim Mahamad, où on reste donc au Niger, où la société civile a dû renoncer à la manifestation annoncée pour aujourd'hui, une manifestation interdite par les autorités de Niamey pour des raisons de sécurité. Voici le reportage. La marche annoncée par les acteurs de la société civile n'a finalement plus tenu à Niamey. Interdite au préalable pour la deuxième fois par les autorités de la ville qui évoquent des raisons sécuritaires, la manifestation était prévue pour avoir lieu ce lundi. Mais en l'absence des leaders emprisonnés, les organisateurs ont finalement renoncé à la manifestation. Il faut dire que 2 semaines plus tôt, Niamey avait été le théâtre de violentes manifestations qui se sont soldées par l'emprisonnement de 22 personnes, membres de la société civile. À l'intérieur du pays, seule la ville d'Agadez a autorisé une marche et un meeting. À Zindé, les organisateurs de la société civile se sont contentés d'une prière collective. Du côté des membres de la société civile, on appelle le gouvernement nigérien à une négociation en vue de la libération des personnes détenues. Rappelons que les leaders de la société civile incarcérés sont toujours sous mandat de dépôt en attendant leur jugement. En République centrafricaine, au moins 33 personnes ont été blessées à PK5, un quartier abritant la majorité des musulmans de Bangui. C'était au cours d'une opération commune entre la MINUSCA et les forces de sécurité centrafricaines, une opération qui visait à démanteler les bases des groupes d'autodéfense. Voici les images. Lutte contre l'insécurité en Centrafrique. Les forces de sécurité centrafricaines, en collaboration avec les Nations Unies, ont lancé dimanche une opération visant des groupes armés. Selon des sources hospitalières locales et Médecins sans frontières, on enregistre au moins 33 blessés pris en charge. L'opération militaire s'est déroulée dans le quartier musulman du PK5 à Bangui, poumon économique de la capitale centrafricaine. Elle intervient après un regain de violence depuis plusieurs mois dans le quartier du PK5, alors que Bangui était relativement épargné par les violences des divers groupes armés dans le pays. Il y a une semaine, une patrouille de casques bleus avait été prise pour cible par un groupe armé dans ce même quartier, essuyant des coups de feu. Fin mars, la mission des Nations Unies avait menacé de démanteler toutes les bases des groupes armés du quartier si ces derniers ne déposaient pas les armes. Mi-février, après les violences répétées, l'association des commerçants du PK5 avait exigé de la MINUSCA qu'elle démantèle ces groupes armés accusés de violence et d'exactions envers les commerçants et la population. Le PK5, rappelons-le, a souvent été au cœur des tensions dans la capitale. Et c'est sur cette information que nous mettons un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Agréable nuit à chacun et à tous.